bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre de l'école doctorale de l'Institut des sciences du sport, une conférence qui durera environ une heure avec un temps de questions après. Conférence pour laquelle on a le plaisir d'accueillir le professeur Manuel Chotet, de l'Université de Lille. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les travaux de Manuel, il travaille notamment sur la question du talent dans une perspective sociologique, des relations entre le social et le biologique, ou encore plus largement sur la sociologie du travail sportif. Alors, ses terrains de recherche sont principalement sur le domaine sportif, même s'il s'aventure parfois dans d'autres espaces, musique, art, école, où il est également question la grandeur des individus, d'excellence, de classement, de mesure. Donc, sans vous faire attendre plus longtemps, je vais lui passer la parole pour cette conférence intitulée Peut-on rendre sociologiquement compte du talent? Alors, Manuel, c'est à toi. Merci. Déjà, merci de me permettre d'échanger avec vous. Je suis très content de pouvoir le faire, même si je suis un peu déçu de ne pas avoir pu venir pour de vrai, puisque c'est toujours un plaisir de venir à Lausanne. Mais au-delà de ça, c'est quand même plus agréable de faire ça pour de vrai. Mais là, c'était des raisons, des contingences familiales, on va dire, qui m'ont empêché de vous rejoindre. Et je vous prie de m'excuser de vous imposer une nouvelle réunion via des petites cases. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympathique. Et puis, je dis merci à Orlan pour son organisation absolument parfaite. Voilà. Alors, comme le titre l'indique, je vais me centrer sur la question du talent et sur la façon dont on peut essayer de sociologiser son étude. Alors, le fait d'adopter cette posture n'est pas sans lien avec le contexte dans lequel nous sommes présentement, vous et moi, puisque voilà, on est dans le cadre d'une conférence, dans le cadre d'une école doctorale. L'idée, c'est d'essayer d'entrer finalement, d'expliciter le comment d'un travail, le comment d'une démarche, puisque bien souvent, il me semble que dans les conférences, on met davantage l'accent sur les résultats d'une recherche, et là, je voudrais plus vous faire rentrer sur la démarche qui a conduit à ces résultats-là, et notamment une grande question que je me suis posée tout au long de mon travail, au cours de ma thèse, puisque ce dont je parlais ici est issu de ma thèse et du livre qui en a été tiré, qui s'appelle « La construction du talent, la domination des coureurs marocains ». En fait, cette thèse et ce livre, voilà, c'est des produits finis. Et de fait, on ne voit pas toujours le processus qui a conduit à son élaboration. Et ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est d'essayer de montrer comment on peut essayer de conquérir un point de vue sociologique sur un objet qui n'est pas pensé comme tel. Et donc, en l'occurrence, le talent, mais je pense que ça vaut pour bien d'autres objets. Et avant peut-être de me centrer sur la question proprement du talent, qui est vraiment une notion de sens commun, j'y reviendrai. Je voudrais peut-être dire deux mots de l'objet empirique à partir duquel j'ai travaillé cette grande question. L'objet empirique, c'est le succès des coureurs marocains dans les années surtout 80 et 90 et début 2000. À l'époque, avec les Kenyans, les Marocains étaient, et avec aussi dans une moindre mesure les Éthiopiens, ceux qui gagnaient tout, voilà, pour le dire rapidement, au plan international dans les épreuves de fond et de demi-fond. Et ça me semblait être un fait intéressant à repérer, d'autant plus qu'à ce constat s'ajoutait un deuxième constat, à savoir que ce succès était toujours relié, renvoyé dans les commentaires à des propriétés biologiques, naturelles, voilà, qui auraient un supposé don de des ressortissants de ces pays pour la course à pied. Et de fait, il s'agissait donc vraiment de conquérir un point de vue sociologique sur un objet qui n'était pas du tout pensé comme tel. Alors, j'y reviendrai ça après. Mais pour l'heure, je voudrais commencer par m'attarder un peu sur la notion de talent. Donc, comme j'ai déjà évoqué, c'est une notion de sens commun, c'est un terme usuel. Et par exemple, le dictionnaire Larousse définit le talent comme l'aptitude particulière à faire quelque chose, comme une capacité, comme un don remarquable. Donc, les synonymes du terme de talent, c'est aptitude, disposition, qualité, mais aussi don ou encore génie. Et de fait, voilà, le talent désigne vraiment une capacité rare qui permet d'exceller dans un domaine considéré, le talent musical, le talent artistique, etc. etc.
Par extension, le terme désigne aussi, toujours selon le Larousse, désigne aussi une personne jugée douée pour une activité donnée. Donc là, ici, on a un glissement qui me semble intéressant, car on passe, on va dire, du talent que l'on a au talent que l'on est, du talent que possède un individu à l'individu qui va être lui-même décrit comme un talent. Et je sais pas, il suffit d'ouvrir la presse sportive, il s'agit de chercher les nouveaux talents, les talents de demain, Mbappé, le talent, etc. etc. Voilà. Donc ça, on voit bien qu'il y a un chevauchement permanent et qu'on passe sans cesse de l'un à l'autre entre donc le talent comme propriété, comme attribut d'une personne et le talent comme personne. Et il me semble que ce passage permanent de l'un à l'autre contribue finalement à brouiller la compréhension de ce qu'on attend par le talent. Est-ce que c'est un attribut? Est-ce que c'est une personne particulière? Ça, c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, me semble-t-il, dans les usages ordinaires de la notion de talent, c'est qu'il y a là aussi un glissement entre deux utilisations. Alors, première utilisation, c'est une utilisation qu'on peut qualifier peut-être de descriptive. On va dire, par exemple, de quelqu'un qui brille dans un domaine, que ce domaine soit scientifique, artistique ou sportif. Donc, on va dire de quelqu'un qui brille dans un domaine, qu'il a du talent. Et le terme est alors souvent utilisé comme une sorte de paraphrase du succès, et il vient caractériser un expert. Donc, on dit de quelqu'un qu'il a du talent, comme on dirait qu'il est d'un bon niveau. Et donc, ici, il va être considéré comme talentueux ou talentueuse, celui ou celle qui excelle dans un domaine donné, mais sans qu'on impute finalement ce succès à une quelconque propriété endogène. La seconde utilisation va plus loin puisqu'elle renvoie à un registre explicatif. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'attribuer le succès constaté au talent. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on dit « il a réussi parce qu'il a du talent ». Donc, le premier registre, c'était « il réussit, il a du talent ». Donc, en gros, ça devient synonyme de dire de talent, de dire synonyme de réussite. Là, dans la deuxième utilisation, c'est un registre différent. On dit « il réussit parce qu'il a du talent ». Donc, le talent devient la réalité première, d'où dériveraient les succès constatés. Le talent devient la variable explicative du succès. Dernier élément qui me semble important à signaler, toujours dans cette étude un peu comme ça sémantique des différents de la polysémie du terme de talent. S'agissant donc des usages ordinaires de la notion de talent, il y a, au-delà de ce que je viens d'évoquer, à savoir que le talent serait ce qui détermine la réussite, mais il y a souvent, dans les utilisations les plus fréquentes, ce qui apparaît, c'est qu'il apparaît comme une propriété tout à fait singulière, finalement, qu'on ne saurait expliquer. Il y aurait le mystère du talent, le mystère du génie. Quand j'étais plus jeune, peut-être que Fabien se souviendra de ça, il y avait une publicité française, et on voyait un gamin qui disait « le génie, ça ne s'explique pas ». Voilà, donc là, c'est un peu la même chose pour le talent. Voilà, on ne pourrait pas l'expliquer. Il y aurait des gens qui sont talentueux et d'autres qui ne le sont pas. Et il me semble que cette lecture est tout sauf neutre, puisque d'une part, elle contribue finalement à naturaliser le talent. C'est-à-dire le talent, ça serait un déjà là, sur lequel finalement on n'aurait pas prise et qu'on ne pourrait que constater. Il faudrait se rendre à l'évidence. Il y a des gens plus doués que d'autres. Et ça expliquerait les inégalités de succès. Et donc, les succès n'auraient d'autre origine qu'une inégale distribution des dons et des talents et une inégale distribution à laquelle on ne peut rien, parce que voilà, ça serait inscrit dans la nature des choses. Donc ça, c'est pas neutre là, pour une première raison, parce que ça conduit à naturaliser le talent, mais cette lecture n'est pas neutre non plus pour une seconde raison que je vais évoquer rapidement, qui consiste à dire que le fait de référer le succès au talent contribue aussi à légitimer les inégalités de réussite. En gros, si un tel a une position enviable et qu'il est riche, etc., c'est parce qu'il a du talent. Et c'est un peu ici comme la référence au mérite. La référence au talent, finalement, est un moyen commode de justifier les inégalités. Alors, ici, une petite parenthèse, c'est-à-dire j'ai étudié ça dans un autre travail que celui
dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. En l'occurrence, c'est dans un livre qui va paraître courant 2022 et qui est tiré de mon HDR et qui s'appelle « La valeur du footballeur ». Et dans ce livre, j'essaie de comprendre comment finalement une telle importance et de telles rémunérations sont accordées aux footballeurs. Pour le dire autrement, pourquoi une telle importance est accordée à ceux et pas celles, uniquement ceux qui excellent balle au pied. Donc, j'essaie de rendre compte des conditions socio-historiques qui ont amené à cela. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse notamment, même si c'est une toute petite partie du bouquin, aux dispositifs finalement symboliques qui permettent aux énormes inégalités de visibilité, de notoriété, mais aussi aux inégalités salariales qu'on constate dans le football, de tenir finalement. Et il me semble que la référence au talent joue un rôle central dans ce cadre, puisque finalement, la rareté du talent est ce qui, dans les discours usuels, va expliquer finalement, notamment les rémunérations qu'on accorde à certains joueurs. Finalement, on considère que les joueurs les plus talentueux, je ne sais pas, prenons Messi, voilà, qui vient de transférer, dont vous avez sans doute entendu parler du montant du salaire au PSG. Et en fait, c'est le caractère finalement non substituable des joueurs jugés les plus talentueux qui expliquerait qu'ils concentrent les gains, ce qui revient finalement à faire reposer la distorsion des rétributions que l'on repère dans un sport comme le football sur les caractéristiques singulières des joueurs et uniquement cette propriété-là. Et il me semble que finalement, quand on est dans cette optique, eh bien, le gain du joueur apparaît non pas comme le produit d'un ensemble de conditions sociales sur lesquelles il serait possible d'intervenir, mais comme quelque chose que son talent appellerait nécessairement. Et c'est ensemble, semble-t-il, qu'on peut dire que eh bien, la référence au talent peut participer à la légitimation, à la justification d'inégalités. Voilà. Bon, j'arrête là, je pourrais en parler très longuement, mais ce n'est pas l'objet central aujourd'hui. Bref, tout cela pour vous dire que voilà, la notion le talent est une notion de sens commun et que voilà, on ne peut pas la reprendre directement à son compte. Et ici, voilà, je m'inscris dans un vieux précepte durkheimien qui invite finalement à se méfier et à tenir à distance les catégories qui se présentent à nous, parce que voilà, elle charrie tout un ensemble d'implicites qui font sans doute obstacle à la connaissance. Donc, il me semblait que cette notion de talent nécessitait d'être retravaillée. Donc, pour répondre peut-être un peu déjà rapidement à la question, peut-on sociologiquement rendre compte du talent? Oui, mais à la condition de la travailler et d'en faire un véritable objet sociologique. Alors, on pourrait imaginer, enfin en tout cas, c'était ce que j'imaginais quand je me suis lancé dans ce travail, que ce travail avait déjà été fait dans la mesure où cette question du talent se raccroche facilement à un débat qu'on peut dire vieux comme le monde, celui du débat entre ce qui relève de l'inné et de l'acquis. Et pourtant, cette question du talent n'a guère été traitée en sociologie jusqu'à une époque récente, globalement, à toute la sociologie du XXe siècle, il n'y en est pas question, pour ainsi dire. Et ça tient sans doute au fait que pendant longtemps, la sociologie se préoccupait de ce qui était collectif et tenait à distance finalement l'individu, a fortiori quand il s'agissait d'un individu au destin très particulier. On peut penser que travailler sur quelqu'un dont on juge qu'il a du talent est éloigné de la sociologie telle qu'elle s'est pensée dans un premier temps, puisque d'une part, il s'agit de s'intéresser à un individu, et d'autre part, il s'agit de s'intéresser à un individu qui est exceptionnel. Donc, voilà, ça conduit certains à considérer qu'on ne peut pas faire la sociologie de ce type de situation. Je me suis amusé à faire quelques recensements d'auteurs assez en vue qui défendent ce type de posture. Par exemple, Catherine Paradès, qui a été prof à l'ENS pendant longtemps, qui, dans son livre sur les comédiens, qui date de 1998, finalement, revendique explicitement de ne pas réfléchir à la question de, je cite, cet objet insaisissable qui est le talent lui-même. Et elle va plus loin, cette position présente entre autres l'immense avantage de nous éviter de statuer sur l'éternelle question de l'innéité du don. Voilà, donc l'idée, on ne va pas s'y intéresser à ça parce que c'est une discussion trop compliquée.
On retrouve un raisonnement assez proche chez Nathalie Heinisch, qui, pour elle, en fait, il y a une tension irréductible entre ceux qui croient dans le don ou le talent et ceux qui n'y croient pas. Et on peut, d'après elle, non pas trancher le désaccord, mais essayer de contenter, on va dire, les deux camps à partir d'un raisonnement basé sur l'idée de ce qu'elle appelle l'investissement d'une ressource. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par là? En fait, son raisonnement, évidemment, vise à prendre acte de l'inégale distribution des capacités, mais sans se poser la question de où elles viennent. On constate une inégale distribution des capacités chez les individus, et de prendre acte, d'autre part, des logiques sociales de repérage et de mise en valeur de ces capacités inégales. Et cette approche a le mérite de s'intéresser évidemment au travail de repérage, de mise en valeur des capacités, mais elle pose comme quelque chose, la genèse des capacités est posée comme une donnée comme irréductible à l'analyse sociologique. On a une position assez proche chez Pierre-Michel Menger, qui est l'actuel titulaire de la chaire de sociologie au Collège de France. Donc, même si son raisonnement est plus complexe, il soutient lui aussi qu'il y a des différences qu'on ne peut pas expliquer sociologiquement. Et lui, finalement, il y a du déjà là, et son travail porte sur la façon dont ce déjà là va être repéré et va donner lieu à des avantages cumulatifs à ceux ou celles qui les possèdent. Bref, si on résume, il me semble qu'il y a ou il y a eu un rejet assez manifeste chez nombre de sociologues d'essayer de rendre compte du fait que le talent puisse avoir une jeunesse sociale. Et chez Menger, en fait, qui est sans doute celui qui a poussé le plus loin l'analyse de ces questions-là, il a deux arguments principaux pour indiquer qu'on ne peut pas rendre compte de la jeunesse du talent. Le premier argument, c'est que rendre compte de la jeunesse sociale du talent, ça serait être relativiste. Ça serait considérer que tout se vaut, ça serait refuser de reconnaître qu'il y a des choses qui valent plus que d'autres. Je vous avoue que je ne comprends pas bien l'argument, mais il n'empêche qu'il l'utilise régulièrement pour disqualifier les entreprises qui s'efforcent d'étudier la genèse et capacités d'un individu. En gros, pourquoi je ne comprends pas, en fait, c'est dire que les capacités sont socialement construites ne signifie pas dire qu'il n'y en a pas certains qui ont plus de capacités que d'autres. De fait, dire que je sais pas, une chanson de Dalida et un opéra de Verdi sont tous les deux des faits construits, ne signifie pas que ces œuvres ont la même valeur esthétique, etc. Donc, je ne comprends pas bien l'argument. Bref, second argument qui me semble plus solide, même si plus alambiqué, enfin plus complexe, on va dire plutôt comme ça, c'est l'argument qui renvoie à l'impossibilité qu'il y a à mesurer précisément le talent. En fait, il n'y a pas d'indicateur objectif de la mesure du talent, et lui prend avant tout des exemples musicaux, puisqu'il vient de la sociologie de l'art, essentiellement, enfin, sociologie de l'art et de la sociologie du travail. Mais par exemple, il dit on ne peut pas prouver que Beethoven n'était pas, bien avant son arrivée à Vienne, plus doué que d'autres compositeurs. Du coup, l'idée de vouloir montrer que son talent a une jeunesse sociale serait infondée parce qu'impossible à mener empiriquement. Donc ici, on voit ici, il y a une sorte de raisonnement par l'absurde qui est à l'œuvre chez Menger. Là encore, je pense que cet argument peut être contesté puisque, en tout cas, les conclusions qu'il en tire, parce qu'il me semble qu'en partant des mêmes prémices, on pourrait tout à fait conclure à l'extrême inverse, c'est faute d'instruments de mesure des différences de capacité, on ne peut pas prouver non plus qu'il y a des différences. Bref, je passe un peu vite, sinon ça va vous emmener trop loin. Ce qui me semble important de signaler ici, c'est que voilà, il me semble qu'il y a des obstacles à une approche sociologique du talent. Notamment un obstacle intellectuel, et notamment chez des sociologues qui ont développé une série d'arguments indiquant qu'on ne peut pas faire ça, que c'est compliqué, etc. Et il me semble que la meilleure façon d'essayer de le faire quand même,
c'est pas de faire une contre-critique aussi surplombante que la critique que je viens d'évoquer. Et la façon par laquelle j'essaie de répondre à cette question-là, moi, c'est de répondre sur la foi d'une enquête. Ce qui suppose finalement de traduire cette grande question, voilà, peut-on rendre sociologiquement compte du talent? Donc traduire cette grande question en une série concrète d'opérations de recherche. Alors, la première et sans doute la plus importante de ces opérations réside dans ce qu'on appelle la construction de l'objet. Pour prendre un terme qui peut paraître daté, mais qui me semble encore assez important quand on mène une enquête de sciences sociales. C'est principalement Bourdieu, Passeron et Chamboredon qui ont théorisé cela dans le métier de sociologue, même si ça a été retravaillé par la suite. Et ici, on ne peut pas partir pour construire l'objet de la notion de talent. Donc, on a vu juste avant qu'elle est trop polysémique et trop chargée pour servir de guide à l'analyse. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de transformer cette question spontanée en une véritable question de recherche, c'est-à-dire une question qui puisse guider le travail de terrain. Et en l'occurrence, ce qui a guidé mon travail, c'était d'essayer de tenter, finalement, de rendre compte des conditions sociales qui sous-tendent le succès sportif et d'aller, finalement, aussi loin que possible dans la mise au jour des déterminants sociaux de la performance sportive. Donc là, ici, voilà, ça fixait un cap finalement pour la recherche qui, du coup, devenait traitable empiriquement, même si, tel que je vous le présente, c'est encore un peu trop vaste. Et que cette question voilà, relativement générale, je l'ai décomposée finalement en plusieurs sous-questions qui viennent chacune nourrir cette réflexion générale, mais qui peuvent chacune se décliner en un dispositif d'enquête spécifique. En l'occurrence, j'ai décliné cette question générale en 3 sous-questions. Première sous-question, ce qu'on peut regrouper sous un thème général qui est les conditions du succès d'un groupe. Pour le dire de façon tout à fait concrète, s'agissant du cas empirique sur lequel j'ai travaillé, qu'est-ce qui fait que les Marocains, les coureurs marocains, réussissent à un moment donné? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne réussissaient pas avant? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne réussissent plus aujourd'hui? Aujourd'hui, les coureurs marocains, donc même s'il y a eu un champion olympique sur 3 000 steeples cette année, mais globalement, il est relativement isolé. Deuxième question, à l'intérieur de cette population, qu'est-ce qui détermine finalement le succès différentiel entre les différents coureurs? Voilà, c'est bien beau d'avoir montré qu'il y a des conditions sociales de possibilité de réussite d'un groupe, mais il faut aussi essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de ce groupe, certains vont réussir mieux, et voire même beaucoup mieux que d'autres. Et de ce point de vue-là, la course à pied, ce n'est pas un objet que j'ai choisi pour ces raisons-là, mais il s'avère que c'était bien pratique pour répondre à l'objection de Menger que j'évoquais tout à l'heure, puisque en course à pied, et de façon générale en athlétisme, mais aussi dans d'autres sports comme la natation, par exemple, on peut objectiver précisément le niveau de performance d'un individu. Voilà, si vous voulez savoir qui est à ce jour, je ne sais pas, le 76e meilleur performeur de l'année sur 1500 mètres, et bien, en 2 clics, vous trouvez l'information. Donc, on peut objectiver précisément le niveau de performance des athlètes. Et donc, on peut retracer l'évolution des performances d'un athlète. Et il s'avère que pendant mon enquête, donc le meilleur coureur du monde était un Marocain, c'était Hicham El Guerrouj. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère que El Guerrouj est un talent brut, etc., alors il aurait toujours dû être le meilleur du monde, ou en tout cas le meilleur du Maroc dans sa classe d'âge. Or, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, quand il est cadet, il est un des 5 meilleurs Marocains de sa classe d'âge, mais rien ne le distingue, athlétiquement parlant, de ses 4 congénères. Et globalement, il n'est pas au-dessus des 4 autres. Donc, voilà, du coup, l'objet, ça peut être de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a un très bon cadet marocain va, quelques années plus tard, devenir le meilleur coureur du monde. Si on regarde quelques années plus tard, enfin, en l'occurrence 2 ans plus tard, il est 3e au championnat du monde, junior, 3e au championnat du monde junior, ce qui est déjà une performance extraordinaire, mais
de troisième au championnat du monde junior jusqu'à numéro 1 mondial incontesté, il y a un fossé énorme qu'il fallait combler. Et du coup, on pourrait dire, en caricaturant un petit peu, que mon travail a consisté à essayer de comprendre les conditions qui font que El Guirouj, voilà, qui était un bon coureur marocain chez les jeunes parmi d'autres, eh bien, est devenu le numéro 1 mondial incontesté. Et ça a été rendu possible, enfin, parce que vraiment, je pouvais objectiver qu'il n'a pas toujours été le meilleur du monde et que donc, ce qui préside à son succès, ce n'est pas un talent incroyable qui aurait été là dès sa naissance, etc., et qui n'attendait que les conditions de sa révélation. Et de fait, il me semble que de ce point de vue-là, on peut dire que le sport est un excellent laboratoire pour rendre compte de la genèse sociale du talent. Troisième sous-question, donc la première question, les conditions sociales de réussite d'un groupe. Deuxième question, les conditions sociales qui amènent à ce que certains à l'intérieur de ce groupe réussissent mieux que d'autres. Et la troisième déclinaison, alors ce n'est pas dans le livre, mais c'est dans un article que j'ai publié ensuite, c'est d'essayer de faire porter le regard sociologique jusqu'au cœur de la situation compétitive. En gros, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, et j'y reviendrai après un peu plus dans le détail, renvoie au façonnement finalement de qualité chez les Marocains et chez certains Marocains en particulier. Mais tout ce que je fais là en fait, concerne l'amont de la compétition et il me semble qu'il ne faut pas perdre de vue que la compétition voilà, est un espace d'incertitude et que tout meilleur coureur du monde qu'il était, El Guirouj, voilà, en fait, ne dormait pas et ne mangeait pas les jours ou les heures qui précédaient une épreuve, etc. Donc, il arrivait la boule au ventre, etc., etc. Donc, il n'était pas sûr de gagner. Et que donc, pour comprendre comment se construit la performance sportive, il ne faut pas évacuer cette question de ce qui se joue pendant la compétition. J'y reviendrai aussi après, mais l'idée de dire, voilà, c'est une interaction et que on peut rendre compte sociologiquement de ce qui se passe dans cette interaction et que finalement, avec des outils très fins de sociologie, on peut étudier des micros, enfin, des interactions et comprendre ce qui s'y joue. En tout cas, enfin, il y avait le pari d'essayer de faire ça. Bref, vous aurez compris que la façon de décliner ma question générale en 3 sous-questions obéit à une logique qui va du structurel à l'interaction. L'idée étant d'aller aussi loin que possible dans le débusquage, dans le décryptage des logiques sociales qui sous-tendent la performance sportive. Alors, si je reviens m'attarde un peu sur la première question, donc les conditions sociales de réussite d'un groupe. Alors, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, il y a les discours dominants visant à rendre compte du succès des coureurs issus d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est, au moment où je fais mon travail, mais globalement, ces discours sont encore les mêmes aujourd'hui, eh bien, c'est de référer ces succès à une supposée supériorité constitutionnelle des ressortissants de pays comme le Kenya, l'Éthiopie ou le Maroc. Alors, il y a plein d'avatars, etc. de cela. Je pourrais entrer dans les détails si ça vous intéresse. On n'a pas forcément le temps de le faire ici. Mais l'idée face à ça, ce n'était pas de dire, de se contenter d'une opposition de principe. Si on veut construire une alternative sociologique crédible, alors il faut commencer par une critique argumentée et empiriquement tenable des discours qui préexistent. Et en l'occurrence, j'ai essayé de critiquer point par point les arguments. Et les arguments naturalisants qui viennent référer donc, le succès de ces athlètes à leur propriété, à leur supposée qualité innée, etc. Alors, globalement, si je résume, je vais aller peut-être je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je viens de regarder l'heure et je vois que j'ai pris beaucoup de temps, mais il y a plein d'avatars. Donc, ça va être la taille du fémur, la composition musculaire, la confrontation pluriséculaire, un environnement particulier qui les aurait dotés de caractéristiques particulières. Bref, tous ces arguments reposent sur le même principe, d'une différence de nature entre les athlètes africains et les athlètes issus du reste du monde.
Et de fait, cette thèse d'une supériorité foncière des coureurs africains ne résiste pas à l'analyse. En l'occurrence, ce à quoi on a plutôt affaire, c'est un remplacement dans la distribution des élites athlétiques. En l'occurrence, quand on regarde les choses dans le temps, on voit que historiquement, il y a eu différentes populations qui ont brillé dans les courses de moyenne et longue durée. Et notamment, par exemple, dans les années 20 et 30, c'était les Finlandais et dans une moindre mesure les Suédois qui gagnaient tout. Et c'est intéressant parce que quand on regarde la rhétorique qui était à l'œuvre alors pour rendre compte de leur succès, c'est exactement la même que celle qui est en vigueur aujourd'hui pour expliquer le succès des Kenyans ou dans les années 90 des Marocains. Et là, prenons le cas des Finlandais. Si ce qui était au principe du succès des Finlandais dans les années 20, années 30 était leur propriété constitutive, etc., alors les Finlandais devraient encore briller au niveau international aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, oui, mais à l'époque, il n'y avait que les Européens et les États-Unis, en gros, qui avaient accès aux grandes compétitions internationales. OK, mais alors, si l'argument est vrai, alors les Finlandais devraient encore être les numéros 1 en Europe aujourd'hui. Je m'étais amusé à regarder pour l'année, alors je ne sais plus si c'est 2000 ou 2004, mais parmi les 25 meilleurs Européens sur 800 mètres, il y avait 0 Finlandais. Parmi les 25 meilleurs Européens sur 1500 mètres, il y avait 0 Finlandais. Parmi les 25 meilleurs Européens sur 5000 mètres, il y avait 0 Finlandais. Parmi les 25 meilleurs Européens sur 10 000 mètres, il y avait 0 Finlandais. Parmi les 25 meilleurs Européens sur marathon, il y avait 1 Finlandais, il était 25e. Donc, on voit bien à quel point, en fait, si, encore une fois, je reviens sur l'argument, si ce qui présidait au succès de ces athlètes, des Finlandais, dans les années 20, c'était le fait que le peuple finlandais avait des propriétés particulières, on ne voit pas pourquoi, 70 ou 80 ans plus tard, les Finlandais ne réussiraient pas. Parce qu'à l'échelle de l'évolution des espèces, etc., 70 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, je pourrais avoir des arguments à peu près identiques sur les Kenyans, Éthiopiens, Marocains, mais je vais assez vite. L'idée, c'est que voilà, les populations qui réussissent changent dans le temps. Et le cas du Maroc est intéressant pour cela, parce que globalement, les Marocains ont des excellents résultats entre, on va dire, 85 et 2005, pour dire vite. Aujourd'hui, plus de succès du tout. Donc, on voit bien que c'est un produit historique et que ce qui préside au succès d'une population à un moment donné, eh bien, ne vaut que pendant ce temps-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Kenyans et les Éthiopiens brillent, c'est avant tout des conditions socio-historiques. Et quand ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, ces athlètes ne réussiront plus. Pour objectiver cela, pour aller un petit peu plus loin, je m'étais amusé à regarder l'évolution des performances des coureurs européens. Encore une fois, le fait qu'il y a un indicateur objectif de performance est ici intéressant. Parce que l'impression qu'on pourrait avoir, c'est que voilà, les Européens dominaient au niveau international et puis tout d'un coup, une population supérieure a pris le dessus. Or, ce n'est pas ce qui se passe du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on repère, c'est qu'il y a une désertion des coureurs européens. Alors, ça peut paraître paradoxal puisque les années 70, 80, 90 sont celles durant lesquelles la course à pied connaît un accroissement important dans les sociétés européennes. C'est vrai, sauf pour les modalités de pratique les plus compétitives, notamment pour l'athlétisme sur piste. En gros, il y avait à peu près 100 athlètes européens qui couraient le 5000 mètres en moins de 13,40 en 1985. Ils ne sont plus que 30 à le faire 10 ans plus tard. Donc, on voit bien que si les coureurs africains sont devant, c'est aussi parce qu'il y a une désertion des coureurs européens. D'où l'idée, en fait, qu'il n'y a pas forcément une supériorité foncière des athlètes, d'autant plus que quand on objective la performance qu'il faut posséder, qu'il faut réaliser pour être à peu près 50e mondial, elle a peu évolué dans l'intervalle. Donc, en fait, les performances de pointe, elles, ont vraiment évolué, mais pour une performance de l'ordre de la 50e place mondiale, il n'y a pas d'évolution majeure. Et donc, la thèse que je propose, c'est plutôt que de conclure à la supériorité foncière des athlètes africains, eh bien, de dire qu'en fait, on a affaire à un phénomène historique de remplacement de la distribution des élites athlétiques. Finalement, comme on le retrouve dans la division internationale du travail, où voilà, il y a des migrations, etc., et des changements dans les aires qui vont produire plutôt tel type ou tel type de travailleurs. Donc, l'idée d'un remplacement dans la composition des élites athlétiques. Et de fait, l'enjeu, il s'agissait d'essayer d'expliquer cela.
et d'expliquer pourquoi, à un moment donné, les Marocains, ou pour le dire autrement, pourquoi le Maroc devient un grand pourvoyeur de champions. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire ici la démonstration, mais globalement, le schéma que j'ai mis en œuvre consistait à montrer que le succès des Marocains à un moment donné renvoyait à une double construction sociale. D'une part, côté marocain, construction d'une offre de travail avec des conditions socio-historiques qui ont conduit à ce que la course à pied soit le sport numéro 1 au Maroc. Alors, quand je dis numéro 1, ce n'est pas forcément en termes de popularité, parce que c'est le football qui est premier, mais en termes de sélection, de formation, en termes de politique publique. Il y a des investissements massifs qui ont été faits dans le cas de ce sport. Et pour le dire très succinctement, il y a la mise en place d'un modèle de recrutement et de préparation systématique qui se met en place. Alors, il a des origines coloniales, mais je n'ai pas le temps d'y revenir, mais qui se met véritablement en place dans les années 80 et qui conduit globalement à ce que tous les jeunes Marocains scolarisés font un cross scolaire. À l'issue de ces crosses, les meilleurs d'entre eux sont repérés, affectés dans des centres d'entraînement où, dès l'âge de 14 ans, ils ne font rien d'autre que s'entraîner à raison de 2 fois par jour. Et avec, voilà, encore une fois pour résumer, j'avais fait un entretien avec celui qui était à la tête de ce système de sélection et de formation, et il me disait, moi c'est simple, mon métier c'est de ramener des médailles au roi. Si pour une médaille d'or, il faut que je brise 100 gars, je le fais, c'est mon travail. Il se définissait lui-même comme un dictateur. Donc en fait, on voit, on peut dire, un modèle de sélection tout à fait implacable qui n'a d'autre but que de produire des élites performantes, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est du côté de la construction de l'offre de travail. Du côté de la construction de la demande, je vais aussi aller très très vite, c'est au même moment, pour des raisons complètement indépendantes, l'athlétisme devient un sport professionnel, mais se professionnalise, c'est un modèle tout à fait particulier. En l'occurrence, il n'y a pas de salarié en athlétisme, c'est uniquement de la rémunération à la prime, et avec des logiques de rémunération qui sont extrêmement inégalitaires. Quand vous êtes numéro 1 mondial, vous pouvez gagner jusqu'à 250 000 € par course. Si vous êtes 10e mondial, vous pouvez espérer comme gain des choses de l'ordre de 1 500 €. Donc, on voit qu'on est sur un modèle tout à fait inégalitaire et très précaire. Et c'est à ce moment-là qu'on voit une désertion des coureurs européens qui vont être remplacés de cette façon par des coureurs qui n'ont rien à perdre à s'investir sur un marché aussi concurrentiel et aussi précaire. Alors, petite parenthèse, je viens de terminer la lecture d'un roman qui s'appelle « Ne t'arrête pas de courir », qui a fait pas mal parler de lui à la rentrée littéraire, qui raconte le cas d'une histoire vraie d'un athlète français qui était champion de France du 400 mètres, mais qui par ailleurs aussi a fait une carrière de délinquance tout à fait importante. Et un des ressorts, c'est de dire, voilà, en fait, en gros, moi, je n'arrivais pas à vivre de l'athlétisme, donc je n'avais pas d'autre choix pour gagner ma vie et pour pouvoir continuer à être athlète que de faire des cambriolages. Il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais on voit bien ici la conjonction de l'argumentaire. Donc, ici, ce que je vous ai présenté, là, c'est on voit qu'il n'y a pas de génération spontanée, qu'il y a des conditions sociales de possibilité de la réussite des Marocains à un moment donné, qui relèvent de la mise en place d'un système de sélection-formation. Et tant que ce système de sélection-formation est en place, eh bien, il y a des coureurs marocains qui brillent. Lorsque ce système, pour X raisons, s'effondre, il n'y a plus de coureurs. Et de fait, là, c'est exactement ce qu'on constate. Ce modèle s'ébranle dans la première moitié des années 2000, et depuis, il n'y a que de façon sporadique, ce n'est que de façon sporadique que des coureurs marocains émergent, ce qui prouve bien que leurs prédécesseurs étaient un produit d'un travail collectif et non pas, ça ne relevait pas d'un don naturel comme ça qui serait sorti comme ça de la nature spontanément. Donc, voilà, ça montre les conditions de réussite d'un groupe. Mais une sociologie qui se donne pour but de lutter contre l'idée du don naturel, du talent naturel, ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin, il faut aussi d'essayer de rendre compte, comme je disais tout à l'heure,
de ce qui est au principe de la différence de réussite interindividuelle. Tenter d'expliquer ce qui fait qu'un coureur nommé Aiguille Rouge va devenir numéro 1 mondial de sa spécialité, tandis que nombre de ses congénères marocains vont avoir, eux, des performances bien plus modestes. Et ça, c'est le deuxième temps de la recherche, essayer donc de rendre compte de la fabrique des différences interindividuelles de réussite. Alors, pour ça, ici, j'ai procédé sur la base d'un travail ethnographique, aussi bien au Maroc qu'en France. Et pour le dire très rapidement, le fil directeur, c'était de les observer au quotidien. Voilà, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et ce faisant, d'essayer de rendre compte de tous les déterminants extrasportifs à la réalisation d'une performance sportive. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de regarder les athlètes en tant qu'ils étaient des coureurs, mais précisément de s'intéresser à l'ensemble des sphères de leur existence et voir ce qui allait permettre ou non, ce qui allait éventuellement freiner leur accomplissement sportif et aussi ce qui les différencie entre eux. Et de fait, ce que l'enquête met en évidence, c'est que en fait, tous ces éléments a priori extrasportifs pèsent très fortement sur la possibilité d'accomplir une carrière sportive et, le cas échéant, sur les différences de réussite entre athlètes qui se lancent dans une carrière sportive. Alors, premier élément qui va discriminer très fortement les athlètes, c'est, comme je vous l'ai dit, le repérage, la sélection d'athlètes se fait sur la base des crosses scolaires. Crosses scolaires qui concernent uniquement les élèves qui sont scolarisés dans le secondaire. Dans un pays comme le Maroc, au moment de l'enquête, ça concerne 50% de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui est exclue de la compétition avant même qu'elle ait commencé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, parmi tous ceux qui ne sont pas scolarisés en secondaire, plein de gamins qui auraient une propension, une envie, des dispositions pour courir, mais qui ne deviendront jamais coureurs, simplement parce qu'ils ne font pas partie de la base sur laquelle, la population sur laquelle on va faire un travail de repérage. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, quand on regarde quels sont les coureurs qui vont s'investir vraiment dans ce jeu-là, bien, tous sont issus de milieux populaires, urbains, et ça, c'est à relier au fait que les possibles de ces jeunes de milieux populaires urbains sont extrêmement limités. Les taux de chômage au Maroc sont très élevés. Le fait d'avoir un diplôme protège très peu du chômage, et ils font tous finalement l'expérience de formes de relégation croisée. Et de fait, cette situation permet d'expliquer pourquoi et comment certains d'entre eux vont se reconnaître, vont accepter d'entrer dans les centres d'entraînement. On peut imaginer que si à l'issue de tous les crosses qui sont faits en France ou en Suisse, les sélectionneurs disaient aux gamins de 14 ans « Bon, maintenant, tu arrêtes l'école, tu ne fais plus que t'entraîner », je doute que beaucoup d'entre eux accepteraient. Parce qu'on est dans des systèmes, des modèles où, globalement, les voies d'ascension et de promotion sociale par l'école sont loin d'être parfaites, mais beaucoup plus quand même assurées qu'elles le sont au Maroc. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des coureurs deviennent coureurs alors même qu'ils n'aiment pas la course. Donc, c'est bien pour des raisons extrasportives qu'ils se mettent à faire de la course. Mais ce sur quoi je veux davantage insister en termes de ce qui les différencie, que finalement, ce n'est pas tant les compétences sportives, et ça encore une fois, j'ai pu l'objectiver grâce au fait que l'athlétisme produit une performance précisément objectivable. Ce qui va différencier les athlètes, ce n'est pas tant les performances sportives que finalement une inégale capacité à s'investir dans l'ascèse qu'exige la course à pied. En l'occurrence, si on veut avoir la moindre chance d'être performant au niveau international, voilà, il faut s'entraîner 2 fois par jour avec une demi-journée de repos par semaine, donc en gros, soit le dimanche après-midi, soit le vendredi après-midi, selon les pays. Et tout le reste du temps, finalement, est consacré à l'entraînement. Et pour pouvoir suivre la cadence avec 2 entraînements par jour, ça suppose de dormir beaucoup. Il y avait une athlète roumaine qui a brillé dans les années 90. Elle disait « Moi, si je suis devenue championne olympique, c'est pour une raison, c'est parce que je dors 16 heures par jour. » Voilà, donc elle revendiquait de dormir énormément.
quelque chose aussi, Elguerrouj Rouge revendiquait en disant, moi, je suis champion parce que je n'ai jamais raté la sieste. Donc, en fait, un mode de vie très ascétique. Et là, cette inégale propension à s'investir dans une stratégie aussi ascétique est fortement liée aux ressources, notamment familiales, dont disposent ces athlètes. Premier élément, c'est les ressources matérielles. Je vais le dire de façon tout à fait triviale, mais pour pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, eh bien, il faut manger à tous les repas à sa faim. Sinon, on ne tient pas la cadence. Mais il faut aussi avoir une famille qui soit, où il y a une structure temporelle qui soit fixe. Pour s'entraîner 2 fois par jour, il faut qu'il y ait des repas à heure fixe, parce que sinon, on n'a pas le temps de digérer, etc. Ça peut paraître des choses tout à fait triviales, mais qui, lorsqu'on les met bout à bout, produisent des effets tout à fait importants. Et aussi et surtout, ce que j'ai pu repérer, c'est que tous viennent donc de familles populaires, mais de familles populaires en ascension sociale, et une ascension sociale par le travail. En fait, tous viennent de familles régies par une éthique du travail. Et tous, finalement, ont grandi dans des univers où, en fait, ils ont été socialisés au modèle où j'apprends à différer mon envie présente en vue d'une gratification ultérieure de rang supérieur. Et précisément, ceux qui arrivent à s'investir dans l'ascèse athlétique sont ceux qui sont capables d'entrer dans cette économie symbolique tout à fait particulière qui suppose en fait de sacrifier le présent en vue d'un futur. Alors, ça peut être un futur de relativement court terme, mais néanmoins, une forme de rapport à l'avenir qui est très inégalement réparti. Voilà. Je vais accélérer. De même pour ceux qui, une fois qu'ils entrent dans les centres d'entraînement, là, j'ai pu mettre en évidence que les différences de performance sportive sont fortement liées à des déterminants extrasportifs, comme par exemple la docilité. Globalement, si prenons la génération d'Elguerrouj, ils sont 5 à avoir les mêmes performances quand ils sont cadets, et quand on compare Elguerrouj aux 4 autres, eh bien Elguerrouj, ce qu'il distingue en premier lieu des 4 autres, ce n'est pas au début qu'il est plus performant qu'eux, c'est qu'il est beaucoup plus docile, c'est qu'il ne rate jamais l'entraînement, c'est qu'il ne fait pas la fête, il ne fait pas le mur, etc., etc. Donc, d'une part, ça lui permet du coup d'être en meilleure forme, etc., mais aussi, ça veut dire que quand il se blesse, eh bien, l'institution ne le vire pas, tout simplement, en disant, mais lui, il est digne de confiance, etc., etc. En plus, il s'avère qu'il tombe à un moment, il y a un vide générationnel dans sa discipline, et donc, rapidement, on mise sur lui. Rapidement, on met à disposition des sparring partners, ce qu'on ne fait pas pour les autres partenaires. Bref, il y a tout donc un ensemble d'éléments extrasportifs qui, là encore, pèsent sur ses possibilités de faire carrière. Sur la suite de la carrière, pour ceux qui accèdent aux meetings en Europe, là, il y a aussi des dimensions qui vont avoir trait à la capacité à trouver, entre guillemets, les bons réseaux. C'est-à-dire les managers qui vont les placer dans les bonnes courses, etc. etc. Bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais ici, si je reviens sur l'idée, la fabrique des différences interindividuelles de réussite, on voit que, eh bien, il n'y a pas besoin de s'intéresser peut-être principalement au sport, mais il faut regarder tout l'extra-sportif pour comprendre ce qui va peser sur la possibilité de faire une carrière sportive. Et donc, à l'idée d'un talent inné, etc., dès lors qu'on travaille un peu de façon ethnographique et qu'on côtoie ces athlètes au quotidien, eh bien, on se rend compte que c'est le produit d'une histoire. Il y a tout un processus qui conduit à ce que les attentions et les meilleures conditions soient appropriées par certains athlètes plutôt que par d'autres. Enfin, dernier élément que je voudrais évoquer, donc je vous restitue le cheminement, l'idée rendre compte des conditions qui vont permettre le succès sportif, donc d'abord les conditions, on va dire, un peu structurelles, puis ce qui relève des trajectoires individuelles et de leur différenciation, et dernier temps, c'est d'essayer de regarder ce qui se joue durant la situation compétitive, ce qui se joue durant l'interaction compétitive. Alors, l'idée, c'est vraiment de sociologiser le moment de compétition. Et là, ça suppose, là encore, de se mettre à distance
de la lecture qui est sans doute faite de façon dominante, notamment s'agissant d'un sport comme la course. En gros, l'idée, c'est voilà, le plus performant va gagner, et comme si c'était comme si une course n'était que la comparaison de niveaux de performance individuels qui vont trouver à s'étalonner via une course. En fait, ce qui semble important de mettre en évidence, c'est que c'est une interaction, et qu'une course est une interaction, et que ce qui va se passer, le résultat est le produit de cette interaction. Et l'idée, c'est donc essayer de voir comment une hiérarchie se construit au cœur même de l'interaction compétitive. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé dans le livre issu de la thèse, mais dans un article qui est paru dans Actes de la recherche en sciences sociales, et l'article s'appelle « Dans la course ». Alors, pour mener à bien ce projet, j'ai utilisé un matériau un peu particulier, puisqu'il s'agit de récits de course. Et en l'occurrence, des courses que j'ai moi-même faites, j'étais moi-même coureur à pied, et donc des récits de courses que j'ai faits à la première personne du singulier. Et en gros, quand j'ai commencé à faire ça, donc j'étais très investi dans la pratique compétitive, etc. Et donc un des meilleurs coureurs de ma région à l'époque. Et j'avais en tête la course comme état de conscience modifié, etc. Bref, du coup, je me suis dit, à l'issue de chaque course, je vais noter ce qui s'est passé. Voilà, ça va être un matériau. Bon, pendant très longtemps, j'ai laissé tout ça de côté, et puis un jour, je l'ai repris. Et il me semblait que c'était un super matériau, et avec l'idée que finalement, la situation de course constitue finalement une très bonne porte d'entrée pour voir comment se construit une hiérarchie en situation. Alors, ceci pour plusieurs raisons. Première raison, puisque finalement une course, c'est une situation très étonnante, si on compare à ce qui se passe dans le reste du monde social, c'est que tous les coureurs, tous les athlètes sont sur la même ligne de départ. Donc au début, il y a une égalité formelle, tout le monde est sur la même ligne de départ, et quelques minutes plus tard, donc en l'occurrence, moi c'était des cross-cours, donc des épreuves qui durent 12-13 minutes, quelques minutes plus tard, il y aura un ordre qui aura émergé. Donc on passe d'une situation où tout le monde est sur un pied d'égalité à une situation où quelques minutes plus tard, tout le monde est hiérarchisé. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe entre deux pour passer d'un état d'une égalité formelle à celle ensuite d'une inégalité réelle. Ensuite, deuxième critère, j'ai déjà évoqué un petit peu, c'est que les athlètes sont formellement égaux, et que la règle sportive est très vigilante à fait que voilà, tout le monde doit avoir le même équipement, etc., qu'il n'y a pas de différence, en gros, voilà, formellement égaux. Ensuite, c'est sur un temps court, donc ça joue pendant très peu de temps, mais néanmoins, c'est un temps suffisamment long pour qu'il y ait une activité réflexive qui s'engage. Voilà, les coureurs, pendant la course, passent leur temps à un dialogue intérieur, et qui permet donc, le fait que ce soit suffisamment long, ça permet après coup de restituer ce dialogue intérieur et comment il évolue. Enfin, dernier critère, c'est que le sport appartient à ces univers où les classements se font et se défont dans l'interaction, contrairement à ce qui se passe dans d'autres univers. Admettons, aujourd'hui, que vous trouviez ma conférence particulièrement lamentable et indigne du poste que j'occupe, eh bien, en fait, ce n'est pas pour autant que je perds mon poste. Par contre, si j'étais dans le cadre d'une course, si je cours de façon minable, eh bien, en fait, je perds mon titre. Voilà, donc, en fait, on voit qu'en course, l'idée, c'est que dans une course, tout est toujours à refaire. Et donc, il y a une hiérarchie qui se reconstruit à chaque fois. Et donc, on ne peut pas regarder une course comme étant l'actualisation conjoncturelle des rapports de force qui préexistent, mais comme une occasion où un nouvel ordre va possiblement émerger. Ensuite, dernier élément, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est que en fait, ce que j'ai pris empiriquement, c'était des crosses, donc c'est-à-dire des épreuves qui se déroulent dans la nature, sur des parcours qui ne sont jamais les mêmes, qui ne sont pas forcément précisément mesurés, et ce qui signifie que l'athlète, pour s'orienter, eh bien, ne peut pas se référer au chronomètre, ne peut pas avoir ses temps de passage, ce qu'on peut faire sur une piste ou sur une route, mais que pour s'orienter, finalement, le coureur ne peut s'appuyer que d'une part sur ses propres sensations, donc voilà, ce qui ressent de son propre niveau de fatigue, etc.,
Et pour se repérer, il s'appuie sur ses adversaires. Donc, qu'est-ce qu'il croit déceler de ce que sont en train de faire les athlètes et de ce que sont leur niveau de fatigue, ce qu'est leur niveau de fatigue, pardon. Et du coup, hein, pour le dire peut-être, pour résumer tout ça, le modèle, hein, c'est celle un peu, je suis désolé pour le caractère peut-être un petit peu sexiste de l'expression, mais en gros, le modèle, c'est un peu d'une lutte d'homme à homme. Finalement, le but, c'est d'essayer d'être devant les adversaires. Et quand, rétrospectivement, j'ai regardé les récits que j'ai pu produire, eh bien, sont apparus tout un ensemble de choses que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Donc, à savoir qu'un athlète passe son temps à épier ses adversaires. Étant entendu qu'ici, c'est une course qui a lieu, en gros, ce qui se joue, c'est un peu qui va être le meilleur coureur de la région. Quoi, voilà, donc, là, il y a quelques coureurs qui se connaissent bien, etc. Passent leur temps à s'épier les uns les autres. Donc, il y a un jeu d'évaluation permanent. Il s'agit en permanence de repérer où en sont les adversaires, voir s'ils sont bien, s'ils sont dans le dur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette quête, tout peut faire signe. Une respiration bruyante, une grimace, une difficulté dans les relances, etc., etc. Bref, ceci pour vous dire que les coureurs passent leur temps à s'épier les uns les autres. Donc, il y a bien qu'on a bien à faire une interaction sociale. Ils réagissent en permanence en fonction de ce que font les autres. De fait, chaque coureur épie les autres, mais c'est que les autres l'observent. Et donc, chacun essaie de masquer, de dissimuler les manifestations d'effort. Le but, c'est d'essayer d'impressionner ses adversaires, d'essayer de paraître facile. Ici, on est du côté de ce que Goffman appelle les jeux d'expression, c'est-à-dire finalement le travail de contrôle, de manifestation, enfin je trouve plus le terme, pardon, de maîtrise de l'impression que l'on donne pour essayer de faire croire aux autres qu'on est mieux ou moins bien que ce qu'ils croient. On peut aussi faire semblant d'être plus fatigué qu'on ne l'est pour pouvoir mieux les surprendre. Ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en cyclisme. Par exemple, quelqu'un comme Veuclair était spécialiste de ça, paraît-il. Donc, il y a chez les athlètes un souci, généralement, de masquer les signes de difficulté et l'effort. Et donc, il y a un travail sur soi pour essayer de domestiquer la difficulté de l'effort. Et ici, ça s'inscrit bien dans une logique stratégique, parce que le but, c'est de devancer les autres en fin de course, sachant encore une fois que c'est d'autant plus important que les seuls repères qu'a l'adversaire, c'est son propre niveau de fatigue et celui qu'il croit percevoir chez les autres. Et donc ici, on a bien, à travers ce contrôle de soi, ce jeu avec les apparences, ici, on est bien dans quelque chose de fondamentalement social, puisque ne serait-ce que dans son orientation, c'est bien à destination des autres qu'on produit ce travail sur soi. Donc, ça, c'est le premier niveau qu'on peut qualifier peut-être de tactique, d'envisager l'importance de la comparaison interindividuelle dans la performance individuelle. Mais il y a une autre dimension qui me semble à la fois moins évidente, mais plus intéressante. C'est que, en fait, il y a une relation entre la position occupée et la performance. L'idée, c'est que la position qu'on occupe pèse sur la performance. Alors, quand je parle de position, j'entends deux choses. D'abord, évidemment, c'est la position occupée pendant la course. En l'occurrence, ça, c'est quelque chose moi, qui ne m'était pas du tout apparu. C'est la lecture a posteriori des récits de course qui s'avère parlante. Quand on les met en série, c'est que à chaque fois, on voit le degré d'investissement dans l'effort, le niveau de volontarisme, sont toujours liés à la position occupée dans la hiérarchie. En gros, le discours conquérant, c'est bon, ouais, c'est bon, je vais y aller, je vais faire une attaque. Allez, c'est bon, il est mort, j'accélère. Ça surgit à chaque fois à des moments au cours desquels l'athlète est bien placé dans le peloton. Inversement, toutes les phases de découragement, de démobilisation surviennent lorsque l'athlète est relégué. Et ce qui se passe, c'est dès que les adversaires passent un athlète, c'est-à-dire dès que cet athlète n'est plus en mesure d'imposer son rythme, de maintenir son rang,
eh bien, tout se passe comme s'il était soudainement submergé par l'effort, un effort qui devenait insoutenable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours d'une même course, l'athlète peut basculer de l'un à l'autre. Et donc ici, on voit bien comment s'établit en situation un lien entre maîtrise de soi et maîtrise des autres. Ici, donc ça, cet article, je l'ai écrit en 2015 et c'est sans doute l'article sur lequel j'ai passé le plus de temps puisque j'avais l'impression de faire quelque chose, je n'avais jamais lu ça ailleurs et parfois j'ai le moment de doute en me demandant si je n'étais pas complètement en train de délirer. Et j'ai eu relativement récemment la grande satisfaction de voir que Randall Collins, donc, qui est un grand sociologue états-unien qui a 80 ans aujourd'hui, mais qui a publié quantité d'ouvrages qui sont vraiment des ouvrages importants, eh bien, déploie à propos d'un tout autre objet une lecture tout à fait assez proche. Enfin, une lecture tout à fait proche, pardon. En gros, pour le simplifier, lui considère que chaque interaction, finalement, est un lieu où l'interaction crée de l'énergie, il appelle ça énergie émotionnelle, entre les participants à l'interaction, et que certaines situations, certaines interactions produisent beaucoup d'énergie, des formes d'effervescence. Donc là, j'espère que vous êtes plein d'énergie, etc., en gros, que mon discours vous stimule. Peut-être que ce n'est pas le cas du tout. Bon, voilà, mais des fois, ça marche. En gros, il dit des fois, les interactions, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, la question qui se pose, c'est qui s'approprie l'énergie qui circule dans l'interaction. Alors, il montre que dans certaines interactions, c'est un jeu à somme nulle. Tout le monde en prend partie. Mais il montre que dans les interactions de type agonistique, typiquement une course, parce que voilà, on est en lutte les uns contre les autres, eh bien, certains en sortent gonflés et d'autres affaiblis. Et de fait, il me semble que ce que j'ai essayé de faire modestement dans mon coin colle tout à fait avec cette idée-là que l'interaction, selon le rôle qu'on y occupe, la place qu'on arrive à y prendre, va nous stimuler, nous donner de l'énergie, ou au contraire, va nous tirer vers le bas. Et il me semble que dans les courses, c'est exactement ce qui se passe. En fait, quand l'interaction se passe bien pour nous, eh bien, on a une énergie décuplée, et ça, on retrouve ça dans les récits rétrospectifs que font les athlètes. C'est toujours quand la course s'est bien passée pour eux qu'ils disent « mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais une énergie incroyable ». Et c'est toujours les fois où ça s'est mal passé pour eux qu'ils disent « ah non, mais là, de toute façon, au bout d'un tiers de la course, j'avais déjà envie d'abandonner ». Donc, on voit bien, à mon avis, que la prégnance de ce genre de dynamique. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger. Ouais, Est-ce que vous pouvez rappeler simplement le nom de ce sociologue américain qui avait théorisé ça? Randall Collins, je vais vous l'écrire si vous voulez. Et merci beaucoup. Voilà, notamment le livre dont je viens de noter le titre, qui n'est malheureusement pas traduit. Voilà. On pourra en discuter plus longuement après si ça vous intéresse. Donc, oui, je disais qu'il y a un lien entre position occupée et performance. Je disais position occupée pendant la course, mais il y a aussi ce que j'appelle la position importée, c'est-à-dire, en fait, les athlètes n'arrivent pas vierges sur la ligne de départ. Chacun importe ses expériences passées, son palmarès, et finalement, ce que les récits là, que j'ai pu collecter mettent en évidence, c'est que ce dont un athlète se croit capable est indissociable des possibilités qu'il prête à ses adversaires. En gros, les expériences de leurs confrontations passées et où ce qu'ils connaissent les uns et les autres, leurs adversaires, pèsent beaucoup dans le pouvoir qui leur est attribué. En gros, très rapidement, vous courez contre quelqu'un dont vous savez les membres de l'équipe de France, eh bien, avant même d'avoir couru, ou de l'équipe de Suisse, avant même d'avoir couru, vous avez déjà admis qu'il allait être plus fort que vous. Et même s'il est malade ou quelque chose comme ça, vous allez avoir tendance à le laisser partir. Inversement, si vous courez contre, je sais pas, un petit jeune, vous avez entendu parler, vous avez tendance à penser que vous êtes plus fort que lui et donc vous allez vous comporter comme tel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des retournements au cours de la course, mais
ce que les récits mettent en évidence, c'est que les coureurs se rendent compte relativement tardivement. Donc, tout ceci pour vous dire hein, que il me semble qu'on peut faire porter le regard sociologique jusqu'au cœur de la situation compétitive et que il me semble qu'on ne peut pas se contenter de dire que tout se construit en amont. Il faut aussi voir comment les capacités sportives acquises au cours de la préparation, eh bien, comment elles vont s'actualiser ou non, plus ou moins, selon le profil des athlètes, selon ce qui se passe dans le jeu de comparaison mutuelle au cours de la compétition. Bon, on a déjà dépassé l'heure, je vais arrêter là. Pour terminer, je voudrais insister sur un dernier point. Vous voyez, dans la démarche que j'ai adoptée, je suis parti d'une question finalement très générale. Peut-on sociologiquement rendre compte du talent? Et finalement, dans la quasi-totalité du propos, j'ai parlé que d'athlètes marocains, etc., qui peuvent a priori paraître assez déconnectés de cette grande question d'ordre théorique. En fait, c'est à dessein que j'ai fonctionné de la sorte, puisqu'il me semble que la manière par laquelle on peut, en sciences sociales, contribuer à répondre comme ça des grandes questions, ce n'est pas en ayant un discours très général, etc., mais c'est précisément en faisant des enquêtes. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'allier des grandes questions avec des objets empiriques circonscrits qui permettent de répondre à ces questions. Il me semble que c'est vraiment, enfin, moi, les recherches que je préfère, c'est celles qui arrivent à allier les deux. Une grande question. Et l'idée, c'est de tenir bout à bout les deux exigences, donc un travail voilà, sur les concepts, etc., mais aussi un travail empirique, puisque voilà, il y a plein de travaux qui le montrent. Je pense que c'est à ce prix-là que les sciences sociales fournissent des connaissances et permettent d'éclairer des grandes questions. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci Manuel pour cette conférence très intéressante. Je vois qu'il y a déjà des applaudissements. J'ai cru que Grégory, tu voulais prendre la parole. Donc, le micro est ouvert pour celui qui veut, celui qui peut poser des questions. Allez-y. Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être rebondir directement sur ta conclusion. Je me demandais, tu l'as rappelé dans ta conférence, que l'athlétisme était un objet d'étude parfait pour essayer d'objectiver le talent avec cet étalon chronométrique universel qui permet d'objectiver la performance. Mais du coup, quand tu as dit ça, je me suis demandé, est-ce à dire que l'outillage méthodologique déployé ou que tu déploies, il serait moins applicable sur d'autres pratiques, et je pense notamment à des objets qui m'occupent, le hockey sur glace, mais plus largement les sports collectifs, où là, le temps que met un hockeyeur à faire un tour de patinoire, ça renseigne que très partiellement sur sa performance. Et puis, voilà une première question. Et puis, du coup, ça m'amène une deuxième. Dans ces sports où c'est moins une performance pure qui est mise en avant, mais plus un collectif et des interactions, quel serait finalement le moyen d'objectiver la performance? Et est-ce que, une question qui me taraude un peu, est-ce que la valeur économique, est-ce qu'elle pourrait quand même être un indicateur fiable pour rendre compte du talent, avec comme légitimité que c'est précisément les acteurs du marché qui jouissent de ce talent qui la fixent? Si ce n'est pas eux qui peuvent la fixer, donc ces connaisseurs du marché qui pourraient la fixer? Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur la deuxième question, mais voilà, une question un peu en deux volets. Je ne sais pas si on prend plusieurs questions ou… Comme tu préfères, il n'y a pas de… On est vraiment libre. Bon, je vais répondre tout de suite. Alors,
Alors, sur la première question, effectivement, j'ai insisté beaucoup sur le fait, l'athlétisme, voilà, c'était, comme tu dis, je n'ai pas dit objet parfait, mais c'était un peu l'idée, hein, au sens, voilà, comme tu l'as bien dit, il y a un étalon qui permet d'objectiver précisément le niveau de performance, et de fait, il y a d'autres sports où on ne trouve pas ça. Il me semble que du coup, ce qu'il faut faire dans ces autres sports, c'est, il me semble que la grille d'analyse générale est transposable, mais il faudrait peut-être travailler davantage sur les logiques que les institutions, je sais pas, les clubs ou les entraîneurs vont mettre en place pour repérer. Donc peut-être, moi, ce que j'ai assez peu fait finalement, faire une sociologie du travail de recrutement. En l'occurrence, qu'est-ce que les entraîneurs, faire une ethnographie des entraîneurs, des sélectionneurs, de ce qu'on appelle les scouts, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils vont regarder. Et de fait, je pense que ce qu'on verrait sans doute apparaître, c'est que le critère de la performance sportive ne joue jamais seul. En l'occurrence, celui qui a l'air très bon, mais qui apparaît être un fou furieux, etc., qui ne va pas être gérable, bah, on ne va peut-être pas le recruter, ou alors on va le recruter qu'à la condition qu'il soit vraiment extrêmement bon. En fait, il s'avère que j'ai un ami qui travaille dans le football professionnel et qui est lecteur de sociologie, et avec qui j'ai déjà beaucoup parlé de ça. Et en gros, bon, ce n'est pas encore étayé, mais ce qui semble se dégager, il me dit, bah, c'est simple en fait. Quand, pour le recrutement, comment fonctionnent les clubs pro, bah, déjà, il y a des stéréotypes raciaux qui sont à l'œuvre. Chez les jeunes joueurs noirs, on regarde une seule chose, c'est s'ils sont physiques. Avec l'idée, voilà, que les noirs sont physiques. Donc, en fait, un bon noir doit être physique. S'il n'est pas physique, c'est qu'il y a un problème. Donc, en fait, on regarde ça. Ce n'est pas grave s'il n'est pas tactique. Ce n'est pas grave s'il n'est pas collectif. On va lui apprendre. Chez les jeunes joueurs blancs, c'est tout l'inverse. En fait, ce n'est pas grave s'il n'est pas physique. En gros, l'important, c'est qu'il ait le sens du collectif, etc., etc. Plus jurisprudence Zidane, pour le cas français. Chez les jeunes d'origine maghrébine, on regarde une seule chose, c'est l'habileté balle au pied, et uniquement ça. C'est pas grave s'il n'est pas physique, c'est pas grave s'il ne joue pas collectif, on va lui apprendre. Donc, on voit bien ici qu'au principe même de la façon dont on regarde les joueurs, il y a déjà des impensés, etc., qui pèsent sur la façon dont on va les repérer. Donc, il me semble que le fait qu'on ne puisse pas objectiver le niveau de performance aux différents moments dans des sports comme le hockey ne signifie pas du tout qu'on ne peut pas faire une sociologie qui va mettre au jour les déterminants extrasportifs d'une carrière sportive, mais que ça invite peut-être à pointer le regard sur des choses que moi, peut-être par facilité, j'ai moins étudiées, mais qui me semblent tout à fait centrales. Sur la question, la valeur économique peut-elle être un indicateur fiable du talent? Je répondrai pas favorablement. Par contre, je dirais que c'est un très bon indicateur pour rendre compte, de là encore, de ce que sont les catégories de perception des acteurs du football. En l'occurrence, dans le livre qui va paraître, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis amusé à regarder une chose toute bête, c'est quels sont les joueurs les mieux payés, etc. Alors déjà, c'est systématiquement des avants. Donc, les mieux payés sont des attaquants. Les ballons d'or, c'est systématiquement des milieux offensifs ou des attaquants. Il y a une super phrase de Cruyff qui dit, de toute façon, les défenseurs sont toujours les moins bons joueurs d'une équipe. S'ils étaient bons, ils jouent attaquants. Voilà, donc c'est du Johan Cruyff, c'est le sens de la formule, etc. Mais sauf que quand on regarde, si Messi peut faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il y en a d'autres qui défendent pour lui. Et 11 Messi sur un terrain, on ne gagne pas un seul match. Donc, c'est bien une performance collective, mais n'empêche que dans cette performance collective, eh bien, il y a des profils qui vont être plus valorisés que d'autres. Et le fait qu'ils soient plus payés ne signifie pas forcément qu'ils ont une plus grande contribution à la performance collective. Alors, je sais que certains auteurs essaient de construire des indicateurs, essaient de pondérer la contribution respective de différents joueurs au score final. Mais finalement, ils bloquent sur une chose, c'est que déjà, ils se concentrent que sur le jeu balle au pied, ils se concentrent que sur l'effet de jeu décisif, le but, etc., omettant tout ce qui a rendu possible une action. Et
quand on parle avec des entraîneurs un peu chevronnés, ils disent que le jeu au pied est au moins aussi important avec le jeu au pied. Donc, en fait, ces indicateurs laissent de côté tout un ensemble de performances, enfin, d'éléments centraux de la performance et qui sont indispensables à la performance. Bref, je reviens sur la question. Il me semble que la valeur économique est surtout un indicateur de ce que sont les qualités les plus valorisées dans le football ou le hockey à un moment donné. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux en poser une, si ça va. Mais si les étudiants, allez-y, hein, parce que pas, non, il n'y a pas quelqu'un qui souhaite poser une question. Je m'en dispense volontiers. Mais... Ouais, alors, merci beaucoup, Manuel, c'était super intéressant, comme d'habitude. Je me demandais, parce que c'est vrai que tu travailles sur la question du talent, et je comprends tout à fait. Enfin, j'ai pas... Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait tenir à peu près le même discours en remplaçant talent par capital physique ou capital corporel? Et si oui, pourquoi tu choisis de parler du talent? Bon, en référence, j'imagine, au discours du sens commun et puis des stéréotypes qui est autour du talent qu'il faut déconstruire, mais ça ressemble quand même à la production d'un capital physique et corporel, en tout cas avec, disons, je dirais, un mélange, parce qu'on pense que c'est vraiment un capital physique et corporel, mais on voit que la reconnaissance presque symbolique de toutes ces qualités joue un rôle déterminant dans la production même de ce capital corporel ou physique. On peut l'appeler de différentes manières. Les auteurs l'appellent de différentes manières. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, je me dis, mais vraiment, c'est super intéressant d'articuler les différentes dimensions biologiques, psycho, sociologiques, et de montrer vraiment des choses qui sont largement ignorées, même si pas totalement dans le milieu des sciences sociales, évidemment, mais disons globalement, les entraîneurs ou même dans les sciences de la vie, on s'intéresse assez peu aux conditions sociales de production, des qualités, du talent, du capital, suivant la manière dont on l'exprime. Et je vois arriver en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, mais beaucoup de perspectives renouvelées de biologisation, surtout par les perspectives de psycho-évolutionnistes qui reviennent en force sur l'explication des différences de qualité physique, psychique et d'adaptation. Et je trouve ça assez inquiétant, disons, d'avoir des sciences sociales assez inaudibles par rapport à ça, j'ai l'impression. Voilà. Oui, je vais commencer par la première question. Alors, pourquoi pas capital physique ou pas capital corporel? Alors, plusieurs raisons à cela, mais déjà, ne mettre que l'accent sur le côté physique ou corporel, je craignais le risque de possible, je sais pas, dérive physicaliste de l'analyse, de réduire ça à du biologique, etc. Presque malgré moi, de par le terme que j'utilisais. Donc voilà, c'était l'autre raison. Après, il y a un gros débat sur la question, il y a eu un très beau texte il y a quelques années d'Éric Neveu qui s'appelle « Les sciences sociales doivent-elles accumuler les capitaux ?» Et je suis assez convaincu avec son argumentaire, savoir que, en gros, voilà, il y a la sainte trinité des capitaux proposés par Bourdieu avec la déclinaison spécifique qui est le capital symbolique. Et lui propose de s'en tenir là, en fait. Et moi, je suis assez convaincu de ça, de dire que finalement, ce qu'on appelle capital corporel, en fait, est un capital culturel à l'état intériorisé. Finalement, c'est produit de nos conditions sociales existantes qui déterminent à la fois la forme qu'a notre corps, qui est plus ou moins maigre, plus ou moins gros, etc., la façon dont on s'en sert. Donc, voilà, bon, il y a ça. Néanmoins, ce n'est pas le terme que j'utilise dans le titre. Et sur le titre talent, alors là, c'est une question hyper intéressante, enfin, semble-t-il en tout cas. Dans la thèse, j'emploie très peu le terme. Donc, je le mets dans le livre. Alors déjà, il y a le côté demande de l'éditeur, mais à laquelle moi je me suis plié aussi de plein gré. C'est trop facile de se dédouaner derrière l'éditeur. Il faut essayer de trouver un titre qui va parler un minimum. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question de quel terme j'allais employer. Il faut aussi dire, voilà, en gros, sachant que dans le tout premier article que j'ai fait, il était question de l'idéologie du don.
Voilà, donc réussite sportive, idéologie du don, et puis quelques années plus tard, j'arrive au talent. Voilà, donc je me suis dit c'est parlant, etc. Et il s'avère qu'il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, j'ai été dans un jury de thèse faite par Adrien Thibault, donc une thèse faite à Strasbourg, un directeur en sociologie et en sciences politiques, et sur en gros la rhétorique du talent. Et en fait, il fait tout un travail pour montrer comment ce terme est apparu, etc., etc. Et là, c'était extrêmement éclairant pour moi parce qu'il montre, notamment en s'intéressant, il fait tout un travail de mise en série sur les archives du monde depuis 1945 et comment ce terme apparaît. Donc, il montre que globalement, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans les années 2000. Avant, le terme est peu utilisé et que, par exemple, le terme de mérite était beaucoup plus présent et voilà, que, par exemple, le terme de don est beaucoup plus présent par le passé. Et de ce point de vue-là, je suis vraiment un produit de mon temps. Voilà, j'ai repris presque à mon corps défendant, sans me rendre compte, un terme qui était un peu à la mode. Et d'ailleurs, pour poursuivre dans l'anecdote, Charles Suot était dans mon jury de thèse. Et lorsque je lui ai envoyé le livre, qu'il avait visiblement beaucoup apprécié la thèse, quand je lui ai envoyé le livre, il m'a engueulé gentiment en me disant « C'est quoi ce titre? Tu reprends la langue des dominants ». Et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et c'est seulement en lisant la thèse d'Adrien Thibault que j'ai compris ce qu'il voulait dire, en fait, que c'était devenu un terme très utilisé dans la rhétorique managériale d'aujourd'hui, etc. Et que, alors même s'il s'agit de proposer une analyse qui est sur la genèse sociale du talent, qui n'est pas tout à fait l'approche dominante, néanmoins, je reprends le terme. Donc, de fait, voilà, pour te dire que ce n'est pas complètement maîtrisé et que, de fait, il y a des implicites que je ne maîtrisais pas forcément. Ensuite, oui, je suis d'accord avec toi sur la difficulté de produire des travaux audibles en sciences sociales des travaux de sciences sociales qui soient audibles au-delà des sciences sociales. De fait, l'éditeur pensait que ce livre pourrait avoir un peu de succès, je ne sais pas, dans la presse sportive ou des choses comme ça, ce qui n'a pas été le cas. En gros, il marche bien dans les facs de sociaux et en STAPS, mais pas ailleurs. Alors, je pense que si ça avait été sur les Kenyans, ça aurait sans doute un peu mieux marché. Là, très clairement, parce que là, de fait, au moment où j'écris le livre, les Marocains ne réussissent plus. Donc, en fait, il arrive un peu à plat. Alors, ce qui, moi, va plutôt dans le sens de ma thèse, pour bien montrer que c'est un produit historique. Bah, de fait, sur un plan du marketing du bouquin, c'était pas le mieux. Néanmoins, j'ai une expérience assez drôle. Une fois, j'ai présenté ce livre dans un séminaire à Paris, peu de temps après sa sortie. Et à l'issue de la présentation, une doctorante vient me voir et elle me dit vous connaissez un tel? Donc, en l'occurrence, je connaissais de nom, c'est un journaliste de la rubrique athlétisme à l'Équipe. Elle me dit c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, il faut absolument que vous lui adressiez le livre, m'envoyer, il va adorer, je suis sûr, etc. Je dis ah bon, vous êtes sûr? Avec un précédent livre qu'on avait fait avec Sébastien Fleuriel, on avait été échaudé, bon, donc j'étais dubitatif. Elle dit si, d'ailleurs, je vous donne son mail perso, vous lui écrivez de ma part, je suis sûr qu'il va adorer, etc. Donc, de fait, je me suis exécuté et j'attends toujours la réponse, alors que ça fait quelques années que je lui ai écrit. Donc, je pense que c'est assez révélateur de voilà, à quel point c'est peut-être aussi difficile pour les journalistes sportifs de se saisir de cela. Et de fait, on peut considérer que ceux qui peuvent être les plus à même de relayer ce qu'essaient de faire les sciences sociales, c'est les journalistes. De fait, quand on travaille sur le sport, on est affecté à la rubrique sport, mais comme la rubrique sport, dans les grands journaux généralistes, est quand même là très focalisé autour du commentaire de la performance sportive, bah, on tombe un peu à côté. Et de fait, je sais pas, la rubrique société ou autre, bah non, on est sportif. Donc, je pense qu'il y a aussi ces éléments-là qui ne facilitent pas les conditions d'une diffusion et d'une réception du discours au-delà de nos petits univers. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour Manuel. Bonjour. Florence Carpentier, on s'est déjà rencontrés, mais il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. C'est ça, oui. Au Carrefour d'Histoire du Sport, donc je suis historienne. Ouais. Et c'est un plaisir de t'écouter, je te remercie beaucoup. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre des discours de sociologues qui déconstruisent
la naturalisation de la réussite des sportifs africains, en l'occurrence, ou d'origine africaine. Et voilà, c'est des travaux en sociologie du sport, moi, que j'ai lu depuis longtemps, hein, qui déconstruisent l'origine biologique de la réussite. Mais le fait est, comme tu dis, il y a toujours besoin, comme Fabien le disait tout à l'heure, il y a toujours besoin de le redire, de le redémontrer. Et voilà, c'est une vraie nécessité. Donc, je trouve que ce type de travail est plus qu'utile. Et ça fait toujours plaisir de l'entendre. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, je voulais... voilà, ta réflexion sur le talent, c'est voilà, assez passionnant sur l'usage de ce mot, l'utilisation de ce mot. Et aussi, je te remercie pour la sincérité de la façon dont tu expliques pourquoi tu as utilisé ce mot et ce n'est pas le mot d'origine dans ton travail de thèse. Et c'est tout à fait intéressant. Talent, mérite, je trouve que... non, pardon, talent et don, c'est peut-être assez proche avec le côté naturalisation, justement. Par contre, mérite, effectivement, c'est complètement une logique tout à fait différente. Voilà. Ma question aussi, c'était, est-ce que quand tu étudies le talent, alors je suis arrivée un petit peu avec quelques minutes de retard, peut-être tu l'avais introduit ça, quand tu étudies la notion de talent, est-ce que tu peux l'étudier en tant que sociologue de la même manière dans un contexte de compétition et dans un contexte hors compétition? Ma question, c'est juste, on parle de l'utilisation du mot talent, il s'utilise dans le monde de l'art, par exemple. Mais c'est un contexte hors compétition, où la compétition, justement, n'existe pas, n'est pas au fondement de l'activité, comme c'est le cas dans le sport. Donc, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as fait cette comparaison-là pour essayer de dégager des caractéristiques propres au talent sportif, finalement, que tu étudies plus précisément? Voilà, c'est un peu une question un peu naïve, hein, voilà, de non-sociologue. Mais en tout cas, merci pour ton intervention. Merci. Oui, pour revenir sur ce que tu disais au début, la remarque sur le fait, voilà, la propension qu'ont les gens à toujours renaturaliser les choses. Une anecdote aussi à ce sujet-là, c'était à l'issue d'une autre présentation. Une journaliste était présente, donc en fait c'était dans une petite ville et il y avait une journaliste du journal local qui était là et qui voulait faire un article, mais comme elle aurait fait un article pour le banquet des aînés ou ce genre de choses, hein, elle vient me voir à la fin. Oh là, je suis complètement d'accord avec vous, hein, mais quand même, ils sont plus doués, non? Donc, on voit en fait, et j'ai trouvé ça super parce que finalement, visiblement, elle était assez enthousiaste, etc. Mais quand même, en fait, c'est vraiment ce qu'on me rétorque, mais quand même, pas un petit quelque chose. Donc, là-dessus, moi, la réponse que j'adopte, il y a une phrase de Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers où ils disent il ne faut conclure en la nature qu'en désespoir de cause. Et en fait, on n'a pas exploré toutes les voies, alors eux, c'est à propos de la réussite scolaire, hein, tous les possibles biais d'ordre social à la réussite scolaire, bah, en fait, voilà, le boulot est là, et c'est seulement si après avoir fait tout ça qu'on n'a rien vu, bon, bah, alors peut-être on se remet à la nature. Mais là, je pense quand même qu'avant d'en arriver là, il y a quand même beaucoup de déterminants sociaux qui pèsent sur cela. Alors, sur ce que disait différence, effectivement, talent et don sont relativement substituables et que mérite est différent. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est juste que ce que j'évoquais dans la thèse d'Adrien Thibault, il essayait de voir quelle était la rhétorique qui était le plus en vigueur pour essayer de légitimer les inégalités, etc. Et pour légitimer les positions, plutôt pour légitimer l'ordre social. Il montre que voilà, pendant très longtemps, c'est vraiment le mérite qui est le terme clé et qu'aujourd'hui, d'après ses comptages, il aurait été suppléé par le talent. Et c'est effectivement pas le même registre, que le mérite englobe, alors c'est un terme extrêmement polysémique, mais il englobe la question du travail, etc., que le talent voilà, n'englobe pas en fait. On est un talent ou on ne l'est pas. En fait, voilà, il y a un côté comme ça qui relèverait d'une bonne fée qui s'est penchée sur notre berceau ou pas. Sur la question talent dans le sport ou ailleurs,
En fait, j'ai essayé de faire une transposition. J'ai fait un article où j'essaie de discuter point à point l'analyse que Pierre-Michel Menger fait du talent, donc lui qui est un spécialiste sociologie de l'art. Donc, de fait, dans le cadre de cet article, je discute des travaux de sociologie de l'art, j'en utilise d'autres aussi. Et l'idée que je défends, c'est que vraiment, la grille d'analyse que je défends me semble transposable, puisqu'on a aussi affaire à des univers concurrentiels. Alors, c'est une concurrence qui va prendre une forme différente. Il ne s'agit pas de mettre 6-0, 6-0, 6-0 à un autre peintre, si on est peintre, mais néanmoins, il y a une concurrence pour, je sais pas, l'accès au marché, une concurrence pour l'accès à la… Et là-dessus, sur le caractère compétitif des mondes artistiques et des mondes intellectuels, et je pense que c'est une phrase qui plaira à Fabien, je me souviens d'une phrase de Jean-Paul Sartre qui expliquait en fait que au moment où il a découvert les amphétamines, il disait « mais les amphétamines, c'est extraordinaire. Depuis, je suis un bien meilleur écrivain. Maintenant, j'écris beaucoup plus vite, j'écris mieux. » Et voilà. Et en gros, il explique à demi-mot que voilà, il y a du dopage, mais qui n'est pas considéré comme tel parce que ce n'est pas un univers sportif. Il dit bien pourquoi c'est bien, parce qu'il écrit plus et mieux. Donc on voit bien l'exigence qui est la sienne de pouvoir écrire plus et mieux. Et de fait, il y a des sociologues qui ont travaillé cette question de les carrières scientifiques, notamment dans le champ scientifique le plus accompli. La variable, c'est celle notamment de la productivité, et que du coup, il y a un vrai enjeu à en faire plus, ou en tout cas mieux, ou mieux que les autres. Donc, c'est un univers, je pense aussi compétitif, mais une compétition qui évidemment prend une forme tout à fait différente. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de déterminants extra-scientifiques ou extra-artistiques à la réussite artistique ou scientifique. Et en gros, c'est un exemple que je prends parfois pour expliquer les différences. Pourquoi là, il n'y a pas beaucoup de bons coureurs en France. Il y a beaucoup de bons mathématiciens, il y a beaucoup de médailles Fields en France. En fait, parce qu'en France, le système scolaire est ce qu'il est. Il y a les prépas, etc., etc. Les maths, c'est la discipline reine par laquelle se fait la sélection. Donc, un gamin ou une gamine qui est fort en maths peut possiblement avoir rapidement, dès 18 ans, avoir des conditions où il ne va rien faire d'autre que des maths, il va être payé pour faire des maths, etc., etc. Donc, la probabilité que parmi eux, il y en ait certains qui deviennent des super, super, super forts ou super fortes en maths est non nulle. Inversement, imaginons un Kényan qui aime bien les maths et qui fait des maths le soir dans son coin, la probabilité qu'il a de devenir une médaille Fields est très faible. Je pense que pour l'athlétisme, c'est un peu le symétrique. En fait, paradoxalement, il n'y a pas tellement de système de production des coureurs. Il y en a, mais ça reste, on va dire, très artisanal. Voilà, pour le dire rapidement. S'il n'y a pas de questions, je peux rebondir. Peut-être pardonne-moi de la question, mais je me souviens de cet article, je l'avais lu il y a quelques années. Je crois que celui où tu critiques un peu les travaux de Menger, le don, le génie et le talent, je crois qu'il s'appelle. Et je me demandais en fait si à l'issue de cet article, tu n'étais pas obligé de répondre, mais il m'avait marqué cet article. Je me suis dit, tiens, la critique est assez quand même acérée. S'il y avait eu un dialogue qui s'était instauré avec Menger ou pas du tout, bien s'il avait réagi ou bien si vous avez pu peut-être tomber sur des points d'accord ou pas du tout. Je ne sais pas s'il servait à ça aussi. Alors, de fait, il s'avère que déjà peut-être dans les moteurs de l'écriture de l'article, il y a le fait qu'il ait été nommé au Collège de France et que du coup, sa parole allait avoir une importance, ou en tout cas une visibilité plus grande que ce qu'elle était jusqu'alors. Et du coup, ça me semblait important de discuter ça point par point. Et j'ai vraiment essayé de faire… C'est un article qui est effectivement très critique, mais j'ai essayé de faire ça vraiment sérieusement, sans, comment dire…
je sais pas, ça nous est tous arrivé déjà de lire quelque chose et de dire oh là, ça va pas du tout, oh, c'est nul, etc. Enfin, voilà, une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit en fait. Il faut expliciter pourquoi on n'aime pas. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment essayé de faire ce travail d'explication et du coup, je l'ai quand même beaucoup lu. Je le cite beaucoup dans l'article, voilà, pour dire que c'est pas moi qui invente des choses, mais c'est bien ce qu'il dit. De fait, l'échange s'est résumé à l'envoi d'un mail pas très content de sa part plusieurs mois plus tard, qui était tout sauf une invitation à l'échange, à la discussion. Voilà. Mais de fait, au-delà, voilà, il ne s'agit pas de psychologiser les choses, et puis je peux comprendre que quand, à sa place, je pense que je n'aurais pas été content non plus de lire ce genre d'article, hein, mais que pour les sciences sociales, alors, je vais dire francophone, mais en tout cas en France c'est sûr, mais je pense dans l'espace francophone, de fait, la controverse n'est pas tellement organisée en fait, c'est-à-dire ça n'existe pas beaucoup. Alors, je pense que c'est lié à plein de choses, notamment, bon, je dis francophone, mais en fait, je pense plutôt à la France. Déjà, c'est la centralisation parisienne, le fait que beaucoup de choses se font à Paris et que du coup, les gens n'ont pas forcément envie de devenir l'ennemi juré d'une personne qui a son bureau, 3 bureaux à côté. Enfin voilà, donc ça, je pense que la proximité physique joue. Mais au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas d'espace institutionnel d'organisation de la controverse. Si on regarde par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup plus codifié en fait. Quand il y a une controverse, donc il y a quelqu'un qui écrit un livre ou un article, quelqu'un choisit de faire un autre article critique. Bon, ça, voilà, ça en France, ça existe aussi, même si c'est très rare. Mais quand il y a ça, ensuite, la revue en question redonne la parole à la personne A, puis redonne la parole à la personne B, sachant qu'au final, la personne B aura exactement le même nombre de signes que la personne A lors de sa réponse à la première attaque de la personne B. Voilà ça. Donc, voilà. Et de fait, le fait qu'il n'y ait pas ça en France n'incite pas non plus, je pense, à ce qu'il y ait des espaces de discussion réglés. Moi, j'aurais été ravi d'avoir cet échange, très clairement. Bon, je ne sais pas si en Suisse c'est différent, mais enfin, en tout cas, pour les revues suisses francophones que je connais, j'ai l'impression que ce n'est pas différent de ce que j'ai en tête. Non. Ben, merci pour ton... Désolé pour la question. Et du coup, la façon dont ça se règle, c'est soit dans les discussions de couloir, mais ce n'est pas satisfaisant, soit dans des notes de bas de page qui vont être assassines, mais où du coup, on n'a pas le temps de déployer un argumentaire. Donc, aucune de ces réponses satisfaisantes. Par contre, au-delà de la réponse qu'a pu me faire Menger, mais voilà, soit, c'est intéressant, c'est les réactions que ça a suscité chez d'autres personnes, en fait. Il y a des personnes qui m'ont écrit spontanément, et sur le mode, bon, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais c'est bien de faire ça, etc. Voilà, donc, ce qui m'a laissé à penser que le registre qui prédomine, c'est celle d'une cohabitation polie de différents espaces, de différents types de travaux, et avec des confrontations qui sont rares, et c'est dommage, parce qu'en fait, si on considère que notre métier, c'est de progrès des connaissances, faire avancer la science, etc., confrontons-nous, et c'est pas un problème, en fait. Au sens médiéval terme, la dispute, c'était ça, c'était de confronter des arguments. Juste peut-être une question qui m'intéresse aussi. Alors, je comprends bien d'avoir centré sur la production des talents des hommes. Est-ce que la production des talents des femmes enfin, elle peut étudier, hein, mais elle l'est quand même un petit peu, parfois à l'international, mais on voit quand même que justement dans les interactions, dans les processus de reconnaissance, etc., on voit de manière un peu amplifiée ce qu'on trouve chez les hommes, c'est-à-dire de non-reconnaissance des qualités, d'ignorance de qualités athlétiques, de qualités morales, de moindre reconnaissance, avec probablement un croisement avec les stéréotypes que tu mentionnais sur la couleur de peau, se combine probablement aussi avec des stéréotypes sur le genre et comment le talent féminin est produit. Je pense que les mécanismes sont à peu près les mêmes, mais se rajoutent, disons, des plus grandes difficultés à reconnaître disons, la valeur de la
la performance féminine. Ouais, bah là, je suis d'accord. C'est plus grande difficulté à s'engager dans une pratique sportive. C'est plus, enfin, une pratique sportive intensive, en fait. Le coût d'entrée dans une pratique sportive intensive est moins, me semble-t-il, pour un garçon que pour une fille. Ça, dans Lucie Forté le montre assez bien, si je me souviens bien, dans ses travaux. Il s'avère que dans la thèse, je parle un petit peu des athlètes féminines. Alors, le cas empirique fait qu'il y avait moins d'athlètes féminines que d'athlètes masculins qui réussissaient bien au Maroc. Donc, de fait, empiriquement, vu la question qui était la mienne, j'étais plus enclin à travailler sur le cas des hommes. Néanmoins, je voulais aussi travailler sur le cas des athlètes féminines. J'en parle un petit peu dans le livre, mais je ne peux pas le faire beaucoup plus parce qu'en fait, l'enquête était beaucoup plus difficile. Très clairement, alors je ne sais pas comment le dire, mais au regard de ce que sont les conditions de vie des jeunes sur lesquels je travaillais, en fait, les propriétés sociales de l'enquêteur et le fait que je devenais une ressource possible sur le marché matrimonial faisait que l'enquête était quasiment impossible auprès des jeunes athlètes. Voilà, je raconte une scène dans le livre où en gros, à ce moment-là, j'étais hébergé dans une famille d'athlètes, un athlète qui était en France. Je vais dans sa famille et je deviens très copain avec un de ses frères. Et dans le quartier, des fois, dans le groupe d'athlètes du quartier, on va s'entraîner dans un groupe où il y a aussi une athlète féminine, c'est la seule. Et donc, de fait, moi, de par mon enquête, je parle avec elle autant qu'avec les autres, etc. Et moi, toute ressource était bonne à prendre. Et un jour, je suis invité chez elle et du coup, celui qui s'appelle Younes dans le livre me dit ouais, vas-y. Et après, il m'attendait en bas de chez elle. Lui, il avait deviné ce qui allait se passer. C'est qu'en gros, en fait, toute la famille était là, etc., pour se présenter, pour montrer que c'était une bonne famille, etc. Et tu sais, Yasmina, elle est super, etc. Vraiment, bon, bref, c'était un guet-apens pour me convaincre de me marier avec elle. En fait. Donc, le fait, dès lors qu'on travaille de façon ethnographique, c'est un peu compliqué quand pèse dans la relation d'enquête ce genre de considération. Donc, j'ai essayé de traduire ça dans le livre sans être sur une logique ni misérabiliste, ni cynique, ni ironique à l'égard de cela, mais simplement c'est un fait sociologique que j'ai incarné pour cette jeune personne un possible vers un ailleurs, mais de fait, ceci étant projeté sur moi, ça devenait difficile d'avoir une relation d'enquête à peu près normale, pour le dire de façon un peu rapide. Ce qui correspond peut-être, je ne sais pas si ça fait écho à des personnes qui développent une disposition à la thèse, mais aussi par leur envie d'avoir une trajectoire sociale ascendante. Enfin, oui. C'est aussi, disons, cohérent dans l'univers de la volonté d'avoir une trajectoire sociale ascendante. Oui, et puis là, ça, je le présente de façon un peu stratégique, ça, mais entre guillemets, je pouvais aussi apparaître intéressant à ses yeux, parce qu'en plus j'étais athlète moi-même, parce que du coup on avait aussi beaucoup d'affinités, etc. Donc tout ça, bien sûr, était entremêlé. De même que, même si la plupart d'entre eux commencent la course alors qu'ils n'aiment pas trop ça, à vrai dire, et que donc on peut dire c'est d'abord une finalité instrumentale, assez vite ils se font prendre au jeu, et finalement la course devient aussi importante que la cause qu'elle est censée servir, à savoir permettre d'aller ailleurs et d'échapper à ce quotidien extrêmement difficile, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est du tout instrumental ou c'est du tout vocationnel ou alors c'est du tout amour ou du tout cynique, etc. C'est bien sûr tout ça est entremêlé. Et par rapport à ce que tu dis dans le cadre d'une perspective d'une sociologie du goût, bon, très souvent on a une espèce de vision un peu déterministe, simplificatrice, je dirais. Et là, tu montres bien que le goût se retravaille, c'est-à-dire les gens n'ont pas le goût, mais font quand même et prennent le goût. Donc, quand même, tu mets en avant une certaine malléabilité du goût. Jusqu'où elle est possible, cette malléabilité du goût? Parce que ça interroge aussi sur les travaux de Bourdieu sur le goût, sur les effets des socialisations primaires, de quel type de socialisation vont être déterminantes des goûts à moyen terme ou à long terme. Est-ce que c'est peu durable pendant cette période-là parce que c'est instrumental?
ou est-ce que c'est des propriétés et une intériorisation qui va être très durable? Moi, ce sur quoi j'ai essayé de mettre l'accent, c'est sur une dimension qui me semble pas vraiment envisagée dans ce type de travaux, c'est d'essayer de connecter les pratiques que l'on a aux valeurs sociales qui leur sont associées. En gros, voilà, ils sont d'autant plus enclins à aller vers cette pratique qu'ils n'aiment pas beaucoup, qu'elle est extrêmement valorisée familialement, dans la société, etc. Et qu'ils comprennent que ça change le regard qu'on porte sur eux. Et que donc, de fait, ils endossent rapidement, volontiers, la casquette « je suis une nouvelle Awita, je suis une nouvelle Alguer rouge », parce que voilà, elle leur confère de la valeur. Et je pense que ce serait vraiment un élément à travailler davantage dans ce qui relève de la sociologie de disposition et la sociologie des goûts, c'est de prendre en compte le fait que la valeur sociale accordée aux différentes pratiques n'est pas la même et que ça pèse sur ce que font les uns et les autres. Avec Muriel Darmon, on a fait un article comparatif. Donc, moi, à partir des cours marocains, et elle, à partir des jeunes de prépa en France sur lesquels elle a travaillé. Et en fait, ce qui nous a surpris, en gros, le dispositif institutionnel est le même. En gros, des univers hyper exigeants, hyper élitistes, auxquels il faut se donner corps et âme et dont on se fait facilement éjecter, voilà, pour le dire très, très vite. On se rend compte aussi que finalement, du point de vue des stratégies d'adaptation que les jeunes de prépa ou les jeunes cours mettent en œuvre, c'est à peu près les mêmes finalement. Il n'y a pas de grande différence. Du coup, on s'est dit, tiens, ça interroge quand même beaucoup le type de sociologie dont elle et moi venons, à savoir qu'il faut relier ce qu'on fait à nos positions sociales, puisque dans mon cas, milieu populaire au Maroc, dans elle, plutôt classe supérieure en France. Mais il nous semble que la différence vient dans le fait que c'est des pratiques qui déjà n'ont pas les mêmes débouchés, à savoir que certes, si on devient Alguer rouge, on devient le roi du pétrole, mais si on ne devient pas Alguer rouge, en fait, au final, la possibilité qu'on a de possiblement vivre de la course à pied est extrêmement limitée. Donc, c'est une voie de garage pour la majorité de ceux et celles qui la suivent, là où la prépa, dans le pire des cas, on n'a pas l'école qu'on voulait, mais on a quand même toujours... on n'a pas perdu son temps, voilà, comme disent les profs de prépa. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte, en fait. Et qu'est-ce qui font que les uns et les autres, néanmoins, y adhèrent? C'est que ça a de la valeur à leurs yeux. Est-ce que tu observes, par exemple, les gens qui ont le goût avant ou les gens qui se contrarient, est-ce qu'ils ont des trajectoires différentes en termes de réussite sportive? Ouais. Ça, j'ai pas les moyens d'y répondre. Là, j'ai pas. Non, Mais de fait, je me souviens pas avoir rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit, en gros, ils commencent la course lorsqu'ils gagnent le cross scolaire. En fait, voilà, une sorte d'acte inaugural, ils gagnent, mais du coup, ils se mettent à aimer la course parce qu'ils ont gagné. Enfin, en gros, on peut pas dissocier les deux. Et là, du coup, j'ai tendance à répatrier, mais là, c'est de la sociologie un peu sauvage. L'expérience des coureurs que j'ai moi-même côtoyés, je ne vois pas de différence spontanément. Il faut que j'y réfléchisse davantage. Ouais, c'est peut-être différent. Alors, il y a des pratiques, les gens qui commencent le foot, ils aiment le foot et puis ils continuent. C'est un peu différent. Ah oui. Le moment de la reconnaissance, j'ai entendu plusieurs fois ce type d'analyse, un type d'explication où les gens disent je suis reconnu, c'est les formes de reconnaissance qui font beaucoup. Voilà. Un enquêté, il le dit rapidement, il dit en gros, si j'avais été bon au foot, j'aurais continué à jouer au foot. Et je pense que ça explique aussi pourquoi un gamin qui a une appétence et des dispositions sportives en France ou en Suisse, la probabilité qu'il fasse de la course est beaucoup plus faible qu'il fasse un autre sport. C'est aussi parce que, d'une part, il y a des sports qui leur apparaissent plus fun que d'autres. Puis d'autre part, en plus, les voies de reconnaissance sont plus élevées dans un sport comme le foot, en fait. Donc, un gamin, Didier Deschamps, il a été champion de France minime du 1000 mètres. En fait, à ce moment-là, il devait déjà être au centre de formation du FC Nantes. Je pense qu'il n'a pas dû se poser un seul instant la question de savoir si elle allait quitter le football pour faire de l'athlétisme. Et des exemples comme ça, il n'y en a pas qu'un seul.
je voulais me permettre d'ajouter aussi, là c'est un peu une expérience personnelle, mais ça renvoie à ce que tu dis. Dans mon UFR STAPS à Rouen, quand j'étais étudiante, j'ai pas mal de copines handballeuses alors qui venaient de villes différentes, mais qui s'étaient mises au handball sur la pression familiale. Mais c'était vraiment des stratégies familiales pour choisir leur établissement scolaire, hein, Ah oui. tout simplement. Parce que c'était des jeunes filles de milieux très populaires qui vivaient souvent dans des cités, dans des barres d'immeubles. Et les mamans, en général, ou les papas, mais c'est surtout l'éducation des mères, avaient choisi un établissement avec une option intéressante, d'après elles, pour pouvoir éloigner leurs enfants de l'école de quartier qui était mal famée, avec des mauvaises fréquentations. Donc, il y a aussi des stratégies familiales, et c'est ce que tu dis aussi avec la famille de cette jeune fille, c'est aussi une stratégie familiale qui est derrière très présente. D'ailleurs, si tu étais allé au Maroc avec juste une alliance, peut-être tu aurais contourné ce biais assez facilement. J'y ai À pas pensé. retenir. J'y ai pas pensé sur le coup, c'est vrai. Mais La stratégie familiale, elle est très forte aussi, et c'est pas forcément une stratégie pour dire pour l'avenir, la réussite de l'avenir. C'est aussi des stratégies de je veux pas que mon fils ait des mauvaises fréquentations, ou je veux pas qu'il zone, ou je veux pas. C'est pas forcément qu'est-ce qu'il va faire plus tard, quel sera son métier. Enfin, j'imagine que ça peut être aussi d'autres stratégies en fait, d'autres réflexions. oui, bah là, je suis d'accord. Il y a plein de travaux qui montrent que voilà, les stratégies parentales mises en œuvre pour contourner la carte scolaire en France. Mais ce qui est intéressant dans le cas que tu évoques, c'est que donc c'est plutôt des familles populaires qui vont choisir un sport, alors que les stratégies de contournement familial, enfin, de carte scolaire qui ont été le plus étudiées, relèvent, je sais pas, de faire du russe, du latin ou de la musique à un enfant. C'est évidemment plus des stratégies de classe supérieure qui ne vont pas Exactement, ouais. utiliser les mêmes options pour jouer le même jeu. Mais du coup, ces jeunes filles, elles n'avaient pas le goût du handball. Hein, pour revenir sur la question, elles ne sont pas venues au handball par goût, quoi. Après, elles ont fait carrière dans le hand, mais c'était vraiment le choix stratégique, quoi. Ils ne suivaient pas du tout. Après, une manière de répondre à ça, et du coup, et de revenir aussi à ce que disait Fabien, c'est que la majorité des athlètes, une fois leur carrière terminée, ne courent plus du tout. Alors, ça, il faudrait voir dans quelle mesure, avec Sébastien Fleuriel, on avait fait une enquête sur la reconversion des sélectionnés olympiques français. Alors, on n'avait pas posé la question telle quelle et on a regretté après coup, mais on avait des indicateurs indirects, mais c'est à penser que nombre d'entre eux ne faisaient plus de sport. Donc là, du coup, il faudrait mesurer qu'est-ce qui est lié au fait que voilà, le sport, ils en peuvent plus. Qu'est-ce qui est lié aussi à l'usure du corps qui fait qu'ils ne peuvent plus. Et qu'est-ce qui était lié au fait que ils étaient passionnés, enfin, ils adoraient leur pratique ou pas, en fait. Et ça serait une question intéressante à explorer plus avant. Hein. Pour bondir là-dessus, ce que j'observe avec ma population, en fait, il y a différents niveaux de carrière, mais ceux qui ont vraiment eu une carrière internationale, donc vraiment l'élite de l'élite, eux, ils arrêtent de jouer, mais plus dans un souci de ne pas être comparés ou que le déclassement par la suite soit pas autant important. Alors que ceux qui étaient à un niveau un peu plus intermédiaire, eux continuent souvent à jouer, pourtant ils sortent aux mêmes âges, hein, mais parce qu'il y a ce souci de déclassement aussi symbolique qui est moins important que ce qui a été en haut de l'affiche. En tout cas, eux, ils le justifient comme ça, le fait d'arrêter de pratiquer. Ou alors ils changent de pratique pour ne pas être comparés. En fait, ils se mettent tout d'un coup à faire de la course à pied, par exemple, ou autre chose pour ne pas avoir cette comparaison. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question pour Manuel? Sinon, on arrive gentiment au bout de ce qu'on s'était fixé et on est
pile poil dans le timing. Bon, je crois que alors il ne me reste plus qu'à te remercier très chaleureusement, hein, comme l'ont dit les autres, toujours très très intéressant de t'écouter. Et puis, tout bon pour la suite de tes charges administratives, on a bien compris. J'espère que tu auras du temps quand même pour te remettre sur des choses qui te passionnent un peu plus. Et tu verras, Manuel, tu prendras goût, hein, c'est comme les coureurs. Tu vas prendre goût, ou la production des dégoûts, on va s'intéresser à la production. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci du coup pour la récréation que vous avez permis cet après-midi. Du coup, j'en suis très content. Et je prie de m'excuser, je crois que j'ai été très très vite dans mon exposé, j'avais prévu trop de choses et je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je parlais très vite et j'espère que Non, c'était franchement bien. C'était super. D'accord. Super. Ah, tant mieux. Bon. Et à bientôt. Pour de vrai la prochaine fois, j'espère. Ouais. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.